Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo explicative pour le sixième et dernier chapitre de géographie, la France et l'Union européenne dans le monde. Donc dans ce chapitre, comme son nom l'indique, on va s'intéresser à la place de la France dans le monde et également à l'Union européenne. Ce chapitre est donc très lié au chapitre d'histoire précédent où on expliquait en fait comment est-ce que l'Union européenne s'était créée. Donc c'est pour ça qu'il arrive juste après. Donc, les questions clés qu'on va se poser ici, c'est quelles sont les caractéristiques du territoire de l'Union européenne, donc qu'est-ce qui distingue en fait ce territoire, et quelle place y occupe la France, donc à l'intérieur en fait du territoire de l'Union européenne, comment se positionne la France, est-ce qu'elle participe beaucoup aux échanges à l'intérieur de ce territoire ou non, on verra ça. Quelle influence la France et l'Union européenne exercent-elles dans le monde? Donc là, c'est une échelle plus globale. Sur la scène internationale, comment se positionnent l'Union européenne et la France? Est-ce qu'il y a des forces, des faiblesses, etc. On verra tout ça. Alors on y va, on va commencer par un grand 1 qui s'intitule l'Union européenne, une union d'États avec un grand A, un territoire original. Donc tout ce que je vais dire là va être très lié au chapitre d'histoire sur la construction européenne, encore une fois. Donc là, c'est important d'avoir vraiment fait les chapitres dans l'ordre. Pour ça, on prend le document 1, page 312, on y va. Donc le voilà, bon, je vais tout afficher d'un coup. Alors, pour que vous voyez bien, je vais retirer la caméra. Donc, on dit que le territoire de l'Union européenne est un territoire qui est original. Alors pourquoi un territoire original? D'une part, c'est un territoire qui est très varié. Donc on voit qu'il va du Portugal jusqu'aux frontières de la Russie. Alors je dis aux frontières parce qu'évidemment la Russie ne fait pas partie de l'Union européenne. Sur ce territoire, on a des paysages qui sont très variés, entre le paysage méditerranéen du Portugal et les paysages donc nordiques de la Finlande, il y a quand même une sacrée différence. On a également donc un territoire qui est très peuplé, avec environ 500 millions d'habitants, et donc beaucoup de différences culturelles, donc sur la façon de vivre, différentes religions qui cohabitent, pas mal de langues aussi parlées différentes. Donc déjà c'est un territoire original parce qu'il est très varié. D'autre part, ce territoire il est aussi original parce qu'il est à géométrie variable. Alors on va essayer d'expliquer un tout petit peu ce que ça veut dire. Donc, dans l'Union européenne, on a 28 États membres. 28 en comptant le Royaume-Uni qui, encore une fois, va en sortir donc très très bientôt. Donc pour le moment, le droit européen s'applique encore, mais le 31 décembre de cette année, ça s'arrêtera, et donc à partir de l'année prochaine, officiellement, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne. Donc pour le moment, 28 États membres. D'accord? Les États qui ont candidaté, on verra ça plus tard. Euh, Ce qui est important de voir ici, c'est que certains pays qui font partie de l'Union européenne n'ont pas adopté l'euro. Donc là, vous voyez en fait dans la légende, les États appartenant à la zone euro ont le petit symbole euro en rouge, d'accord? Donc, par exemple, si on regarde la Pologne, on voit que la Pologne fait partie de l'Union européenne, mais qu'elle n'utilise pas l'euro. D'accord? Même chose pour la Suède, même chose pour la Roumanie, la Bulgarie et encore d'autres pays comme le Danemark, le Royaume-Uni. D'accord? Euh, on voit aussi que certains pays ne font pas encore partie de l'Union européenne, mais ont adopté l'euro. D'accord? Ici. De la même façon, certains pays qui font partie de l'Union européenne ne font pas partie de l'espace Schengen, d'accord? Donc je vous rappelle, l'espace Schengen, c'est l'espace dans lequel on peut circuler librement sans avoir besoin de passeport ou de visa à l'intérieur de l'Union européenne. Donc on remarque par exemple que l'Irlande et le Royaume-Uni ne font pas partie de l'espace Schengen. D'accord? Même chose pour la Roumanie et la Bulgarie. Inversement, certains pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, comme l'Islande et la Norvège, par exemple, ou encore la Suisse, font partie de l'espace Schengen. C'est ça un territoire à géométrie variable. Pour faire très très simple, tous les pays qui font partie de l'Union européenne ne,
ne sont pas forcément intégrés dans toutes les politiques de l'Union européenne. Je répète d'une autre façon, les 28 pays de l'Union européenne ne participent pas forcément tous aux mêmes politiques. Certains pays font partie de l'Union européenne mais n'ont pas l'euro, certains pays font partie de l'Union européenne mais ne font pas partie de l'espace Schengen, et des territoires qui ne font pas partie de l'Union européenne au sens du marché commun, peuvent par contre avoir l'euro ou faire partie de l'espace Schengen, d'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est un territoire original, parce que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde, ok? Donc, on revient ici. Donc, le à retenir, l'Union européenne est composée de 28 États depuis 2013, mais le Royaume-Uni va en sortir. Ce vaste territoire qui va du Portugal aux frontières de la Russie est fortement peuplé et original. D'accord? Original, ça veut dire qu'il est spécial. Une organisation comme ça n'existe que pour l'Union européenne. C'est une union d'États, bon ça vous le savez déjà, qui conservent leur indépendance mais mettent en place des politiques communes. C'est assez évident, mais il faut quand même le rappeler, l'Union européenne, c'est pas un pays au sens strict, c'est une alliance d'États, mais qui restent indépendants et qui vont pouvoir coopérer, qui vont pouvoir travailler ensemble, mettre en place des politiques communes. Ce territoire est très varié, on l'a dit, beaucoup de climats différents, de paysages, de cultures, de langues, de religions. Tous les États membres ne participent pas forcément aux mêmes politiques communes, par exemple, certains pays membres n'ont pas adopté l'euro et ou n'ont pas intégré l'espace Schengen, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. D'accord? A l'inverse, des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne ont pu le faire. Donc des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne peuvent avoir l'euro ou peuvent faire partie de l'espace Schengen. C'est donc ce qu'on appelle un espace à géométrie variable, donc encore une fois, tous les pays qui font partie de l'Union européenne ne font pas forcément euh, les mêmes politiques. Par exemple, un pays peut faire partie de l'Union européenne, mais ne pas faire partie de l'espace Schengen. Il peut faire partie de l'Union européenne, mais ne pas avoir l'euro. Et inversement, un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne peut utiliser l'euro. D'accord ? Dernière chose, c'est un territoire qui est encore en construction. Ça veut dire qu'on est encore en train en fait de développer les politiques de collaboration. Tout n'est pas encore terminé dans l'Union européenne, dans la construction de l'Union européenne, et même le territoire lui-même va pouvoir évoluer, puisque certains pays ont demandé leur adhésion et sont en attente de réponse. Donc ça, c'est ce que j'avais évacué un peu tout à l'heure. Donc vous voyez, États dont la candidature à l'adhésion est officielle, c'est les États qui sont en orange, donc c'est des pays qui peut-être, dans un certain nombre d'années, puisque l'adhésion est assez lente en Union européenne, hein, le temps d'étudier le dossier, etc. Donc certains pays vont pouvoir y entrer, comme la Serbie, la Macédoine ou la Turquie. D'accord? Voilà, donc on va pouvoir avancer. Et donc on passe au grand B, un territoire contrasté. Alors le mot contrasté en géographie, ça sous-entend qu'il y a des inégalités. Alors on va regarder ça. On va prendre les documents page 314-75 et se demander quelles inégalités est-ce qu'on peut observer entre les différents territoires qui composent l'UE. Vous allez voir qu'on va retomber sur des choses qu'on a déjà vues dans d'autres chapitres, hein, ce qui est normal à ce stade de l'année. Il y a beaucoup de fois où vous direz on a déjà entendu ça, oui, on est à la fin de l'année, donc il y a beaucoup de redites, c'est normal, mais ça fait pas de mal. Donc on prend la page 314 et 315 et on va regarder ces inégalités. Alors, on va commencer par la carte des densités de population, donc pour rappel c'est le nombre d'habitants par kilomètre carré, plus on est proche du orange foncé ou du rouge, plus on a une concentration d'habitants à un même endroit, au contraire plus c'est clair, moins il y a de densité de population, moins c'est peuplé. Alors, si on regarde notre carte, et qu'on la résume un peu, on voit que les territoires les plus densément peuplés, en gros c'est le sud de l'Angleterre, cette région ici qu'on appelle le Benelux, donc en gros les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. On avance ici et on arrive jusqu'au nord de l'Italie. D'accord? Donc ce serait cet endroit-là, celui que j'entoure avec la souris là, le plus peuplé. D'accord? Donc je répète, un endroit qui part du sud du Royaume-Uni, qui va jusqu'au nord de l'Italie, en passant par donc, la région parisienne en France, et le Benelux et l'ouest de l'Allemagne. Okay, on remarque que plus
toujours pareil, en simplifiant, plus on s'éloigne de cette zone-là, moins la densité de population est importante, d'accord? Moins les territoires semblent être peuplés. Ok? On garde ça en tête. Si on continue à regarder, on va voir aussi qu'il y a des différences importantes entre les pays de l'Union européenne en termes économiques. Ici, vous avez deux photos. Une photo, alors j'étais un peu vite, qui doit être prise en Espagne, voilà. Donc une photo d'une récolte de blé en Espagne et une photo d'une récolte de blé en Roumanie. Alors les deux photos sont assez parlantes, c'est la même activité qui est pratiquée, mais on voit une différence assez importante en termes de moyens. Donc ici on a des machines, on devine une agriculture donc très moderne, mécanisée, et ici on a une agriculture qui est encore largement traditionnelle, il n'y a pas de machines en vue, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, puisqu'ici le conducteur est seul, et on a des animaux de trait, mais c'est tout. Ça, c'est révélateur d'une grosse inégalité entre les pays de l'Ouest, donc les pays qui font partie de l'Europe de l'Ouest et qui appartiennent à l'Union Européenne, et les pays de l'Est, qui sont souvent des anciens pays communistes, rappelez-vous le cours sur la guerre froide. D'accord? Donc, on a une inégalité de peuplement, donc des endroits qui sont plus peuplés que d'autres, et une inégalité aussi économique. Donc en gros, la grosse inégalité, c'est entre les pays d'Europe de l'Ouest et les pays d'Europe de l'Est, qui sont, de façon générale, nettement moins développés et beaucoup plus pauvres, si vous voulez. Enfin, donc, si je reprends donc, ma zone ici qui était très peuplée, donc normalement ça vous rappelle peut-être quelque chose, cette zone-là on l'appelle la mégalopole européenne, d'accord? Donc cette région qui va du sud de l'Angleterre au nord de l'Italie en passant par la région parisienne et l'ouest de l'Allemagne et le Benelux, et on remarque que plus on s'éloigne de cette zone-là, plus donc il va y avoir plus on s'éloigne de cette zone, plus les régions d'Europe en fait vont pas forcément être en difficulté économique, mais être un peu moins dynamiques, d'accord? Les régions les plus proches de la mégalopole européenne profitent de son dynamisme, profitent de la concentration d'entreprises, de la concentration aussi des axes de communication qu'il y a à cet endroit-là. Plus on va s'éloigner de la mégalopole européenne, moins on va avoir donc, de population, on l'a déjà dit, mais aussi d'axes de communication et souvent de moins d'activité économique. D'accord? Donc, on va passer au à retenir. Donc le territoire de l'Union européenne est aussi marqué par de profondes inégalités de richesse et de développement. Donc il y a deux choses à retenir. Premièrement, une inégalité entre les pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est, donc alors que les pays d'Europe de l'Ouest sont majoritairement riches et dynamiques économiquement, les pays d'Europe de l'Est, donc souvent des anciens pays communistes, sont nettement plus pauvres et souvent en difficulté économique. De même, on note d'importantes différences entre la mégalopole européenne, donc qui va du sud de l'Angleterre au nord de l'Italie, en passant par la région parisienne et l'ouest de l'Allemagne, donc qui est un espace très densément peuplé, très riche, très dynamique, avec beaucoup d'activités économiques, et les régions qui en sont le plus éloignées. Donc les régions qui sont le plus éloignées de la mégalopole européenne ne profitent pas de son dynamisme, et donc sont moins performantes économiquement, en plus d'être moins peuplées. Ok ? Donc deux inégalités différentes, d'une part entre les pays d'Europe de l'Ouest et les pays d'Europe de l'Est, et deuxièmement entre les pays qui font partie qui ont des régions qui font partie de la mégalopole européenne ou qui en sont proches, et les régions qui en sont le plus éloignées, et donc qui sont moins dynamiques, moins performantes économiquement, et moins peuplées. D'accord ? C'est donc bien un territoire contrasté. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse, que c'est une question qui m'est souvent posée, c'est pourquoi, alors ça rejoint plutôt l'histoire, mais c'est pas grave, donc ça c'est pas à retenir, hein, juste j'anticipe des questions là-dessus. Vu qu'il y a énormément de difficultés économiques en fait pour les pays d'Europe de l'Est, pourquoi est-ce que
les pays d'Europe de l'Ouest en fait ont accepté ces pays dans l'Union européenne. Alors ces pays sont beaucoup plus pauvres en fait que les pays d'Europe de l'Ouest, on vient de le dire, mais d'une part, on va le voir dans un instant, ils vont pouvoir bénéficier d'aides, et d'autre part, en fait, ils constituent des débouchés qui sont très intéressants pour les entreprises des pays d'Europe de l'Ouest. Alors qu'est-ce que c'est qu'un débouché en économie? Euh, je vais essayer de vous donner un exemple, ça sera plus parlant. On va encore une fois imaginer que vous êtes un patron d'une très très grosse entreprise basée en France, d'accord? Vous vendez, je sais pas, ce que vous voulez, on prend un exemple, vous vendez des smartphones, ok? Euh, Ces smartphones, vous les vendez dans différents pays, euh, mais vous les vendez dans des pays riches, ce qui fait que les gens sont déjà équipés. Aujourd'hui, en 2020, la plupart des gens, qui peuvent se le payer en tout cas, sont déjà équipés d'un smartphone. D'accord? Donc le marché est restreint, ça veut dire que vous n'allez pas en vendre des millions non plus, les gens vont acheter votre produit, votre smartphone, uniquement quand ils ont besoin de remplacer le leur, quand il devient trop vieux ou qu'il est cassé, ce genre de choses. Donc vous allez en vendre, mais pas non plus énormément. C'est là où ça devient intéressant. Les pays d'Europe de l'Est, ils n'ont pas le même niveau de développement. Donc si on les aide, si petit à petit ils deviennent de plus en plus riches, ça va faire des populations qui s'enrichissent et qui vont s'équiper petit à petit. Ça fait potentiellement donc des millions de gens qui vont devenir suffisamment riches pour s'acheter un smartphone, une voiture, une télé, un ordinateur, ce que vous voulez, et qui n'en ont pas. Donc ça va faire énormément de consommation. C'est là où c'est intéressant économiquement pour les pays d'Europe de l'Ouest. Si vous voulez, en acceptant ces pays dans l'Union européenne, ils ont fait un pari. Ils se sont dit, on parie sur leur développement, le fait qu'ils vont petit à petit s'enrichir, se développer, et une fois que ce développement aura eu lieu, ils vont pouvoir consommer des produits qui viendront donc des pays de l'Ouest, et donc ils enrichiront les entreprises et leur permettront d'écouler beaucoup plus de produits que si ces entreprises étaient restées uniquement à l'ouest. D'accord? Bon, fin de la parenthèse, tout ça n'est pas à retenir, hein, c'est juste que j'anticipe parce qu'on pose souvent la question, mais monsieur, dans ces cas-là, s'ils sont en difficulté, pourquoi est-ce qu'on les pays d'Europe de l'Ouest les ont acceptés? Ok? Donc, un territoire très contrasté, beaucoup d'inégalités. Vu qu'il y a beaucoup d'inégalités, l'Union européenne va essayer de les réduire. Alors, de quelle façon? On prend le document 2, page 330. 2, page 330, on y va. Ah, j'ai dû me tromper. Non, oui, bon, en fait, il est là. Alors, attendez. Non, bon, on va faire simple. Alors, l'Union européenne va tenter de réduire les inégalités sur son territoire en aidant les régions qui sont les plus en difficulté. Alors, l'Union européenne ne raisonne pas par pays, mais plutôt par région. D'accord? Il y a un organisme qui s'appelle le FEDER, F-E-D-E-R, qui est l'acronyme en fait de Fonds européen de développement régional. D'accord? Pas de panique, tout ça sera noté. Hein. Fonds européen de développement régional. Le FEDER, c'est donc un organisme européen qui va déterminer les régions de l'Union européenne qui ont le plus besoin d'être aidées et qui va leur verser des aides pour se développer. La plupart du temps, c'est des aides, alors c'est pas on vous donne des sacs d'argent et vous vous débrouillez avec, hein, c'est on finance en fait des infrastructures. Par exemple, si une région en difficulté a besoin de construire une nouvelle autoroute parce que ça lui permettrait de faire plus de commerce et de se développer, l'Europe va participer financièrement en donnant tant de millions d'euros pour aider à la construction de cette route. D'accord? On remarque donc sans surprise que les régions qui sont les plus fortement aidées, donc qui apparaissent en bleu foncé sur la carte, c'est bien les régions d'Europe de l'Est, d'accord, mais aussi donc des régions donc, du sud, comme le sud de l'Espagne, l'Andalousie ou le sud du Portugal, les territoires ultramarins français, je l'avais déjà évoqué mais je le rappelle, les territoires ultramarins français font partie de la France, et donc ils font partie de l'Union européenne. La France fait partie de l'Union européenne, ces territoires font partie de la France, donc ils y sont intégrés. Donc ces territoires aussi vont pouvoir bénéficier de l'aide de l'Union européenne pour construire des infrastructures, se développer et rattraper un retard économique et donc
réduire les inégalités. Donc, l'Union européenne essaye de réduire ces inégalités à travers une politique de cohésion, donc ça veut dire que réduire les inégalités pour essayer d'homogénéiser un peu le territoire, que les territoires les plus en retard rattrapent les régions les plus développées. D'accord? Certains organismes comme le FEDER, alors bon, je mets certains organismes parce qu'il y en a d'autres, mais on ne va pas tous les retenir, ça sert à rien, vous en retenez un, le principal, et ça sera déjà beaucoup. Donc le FEDER, le Fonds européen de développement régional, va financer des projets dans les régions les plus pauvres de l'Union européenne pour les aider à se développer. Par exemple en Europe de l'Est, mais aussi du Sud, dans les territoires ultramarins. Ok? Retenez de façon générale, encore une fois, que c'est pas simplement donner de l'argent, c'est financer des infrastructures concrètes. Par exemple, une région de l'Union européenne qui est en difficulté, demande une aide pour financer un pont qui favoriserait donc le commerce, ou financer, je ne sais pas, de nouvelles infrastructures dans un port ou un nouvel aéroport, etc. L'Union européenne, le FEDER, va étudier le dossier, si ça lui semble cohérent pour réduire les inégalités, va le financer à, alors ça peut dépendre, donc une certaine somme. Voilà, ça va dépendre donc de la région, etc. Bon, cependant, cette politique est mise à mal par la crise économique, donc depuis quelques années, il y a un ralentissement de l'économie mondiale, et donc cette politique de cohésion, donc le fait d'aider les régions les plus en difficulté, a un peu souffert ces dernières années, puisque moins d'argent est disponible pour ces aides. D'accord? Ensuite, vous avez donc un croquis qui est à compléter, mais normalement je vous l'enverrai tout fait. Le croquis, c'est... Non, c'est pas ça, ça je vous le montrerai plus tard, excusez-moi. Voilà, c'est celui-là. Donc, ce croquis, il résume un peu ce qu'on a vu concernant le territoire de l'Union européenne. Donc, en rouge, ici, vous avez ce qu'on appelle la mégalopole, donc qui va encore une fois du sud du Royaume-Uni jusqu'au nord de l'Italie, en passant par la région parisienne, l'ouest de l'Allemagne et les pays du Benelux. Dans ces territoires-là, donc qui sont en rouge, on a de fortes densités de population et une économie qui est très très dynamique, beaucoup d'entreprises qui fonctionnent très bien, beaucoup d'axes de communication. En jaune ici, on a les espaces bien intégrés, parce qu'ils sont proches donc de la mégalopole européenne et donc vont pouvoir profiter de son dynamisme, de ses infrastructures, etc. Et ensuite, en jaune beaucoup plus clair, donc ici, on a les régions qui sont les plus éloignées de la mégalopole, et donc qui sont moins peuplées, moins riches, moins dynamiques, et donc qui vont être les principaux bénéficiaires des aides de l'Union européenne. Donc c'est pas compliqué pour vous, hein, parce que vous avez juste à retenir comment tracer la mégalopole européenne, à vous rappeler que c'est dans ce territoire-là qu'on a les plus fortes densités de population et le dynamisme économique le plus important. Vous retenez ensuite que plus on s'éloigne de cette région-là, moins le territoire est peuplé et moins souvent l'économie est dynamique. Ok? Donc ça, je vous l'enverrai tout fait. On passe au grand 2, la France dans l'Union européenne, grand A, une intégration poussée. Petite parenthèse que je fais à chaque fois, n'essayez pas de tout faire en une fois, essayez de fractionner, vous serez beaucoup plus efficace. Donc là, vous pouvez faire une pause, vous regardez à combien vous en êtes sur la vidéo, et vous y revenez demain, après-demain, etc., en ayant pris soin de relire la première partie pour vérifier que tout était compris. Ok? Je vais vite parce que normalement vous commencez à maîtriser un peu l'organisation. Donc, grand 2, la France dans l'Union européenne. Donc, quelle est la place de la France dans l'Union européenne? On va voir qu'elle a une intégration poussée. Donc, ce mot intégration, on l'a déjà vu quand on a parlé des territoires ultramarins. C'est est-ce que la France a beaucoup de liens, fait beaucoup d'échanges avec les pays de l'Union européenne? On va commencer par le document à page 320. On va se poser la question, la France est-elle bien intégrée au territoire de l'Union européenne? Pourquoi? Alors, on y va avec la page 320. Voilà. Donc, on a ici une carte donc, qui nous présente la France et les pays voisins, et cette carte va nous permettre de réfléchir à l'intégration de la France dans l'Union européenne. Alors déjà, on peut remarquer que la France a une bonne position
au sein de l'Union européenne. D'une part, il y a une partie de son territoire qui fait partie de la mégalopole européenne, donc pour rappel, la région la plus dynamique. D'autre part, on remarque qu'on a donc plusieurs façades maritimes. Donc une façade maritime, c'est un endroit où on peut communiquer en fait avec le reste du monde au moyen de bateaux, d'accord? Donc une façade maritime ici, une autre ici, une autre ici, donc des communications qui sont facilitées. On a également pas mal de frontières en commun avec d'autres pays qui sont très dynamiques à l'échelle de l'Union européenne, donc on va pouvoir faire du commerce avec ces pays-là. On remarque que Paris, la capitale française, n'est pas très éloignée des autres capitales importantes, enfin les plus importantes de l'Union européenne. Et enfin, depuis très longtemps, alors c'est pas marqué mais on le devine avec les axes majeurs de circulation, depuis très longtemps en fait la France a pensé son réseau de transport dans une logique européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Depuis de nombreuses années, lorsque la France construit une autoroute ou une voie de chemin de fer, elle ne va pas simplement penser à relier en fait des parties du territoire français, elle va penser aussi à pouvoir relier d'autres villes européennes. D'accord? Donc ça explique pourquoi le territoire français est très bien intégré donc à l'espace de l'Union européenne. Premièrement parce que déjà sa position géographique favorise les échanges avec les pays voisins, et d'autre part aussi parce que son réseau de transport a été conçu, a été pensé pour faciliter les échanges à l'échelle européenne. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Alors bon, ça je vais le rajouter en lisant-le à retenir, hein. Donc la position géographique de la France favorise son intégration au territoire de l'Union européenne, donc encore une fois, favorise son intégration, ça veut dire favorise les échanges avec les autres pays de l'Union européenne. En effet, elle bénéficie d'interfaces maritimes et océaniques, donc d'accès à la mer, et donc ça facilite les échanges avec les ports. Je vous rappelle qu'il y a plus de 80% des échanges donc, économiques qui se font par la mer, donc avoir un accès à la mer, c'est toujours un énorme avantage pour les pays. Il y a aussi des interfaces continentales, donc là ça veut dire tout simplement des frontières avec d'autres pays qui vont lui permettre donc d'échanger plus facilement avec les pays de l'Union européenne. De plus, la France a développé depuis plusieurs années son réseau de transport dans une logique européenne, c'est-à-dire, encore une fois, quand on construit un axe de transport en France, une autoroute, une voie de chemin de fer, on ne pense pas simplement à relier deux points du territoire français, mais on va le penser pour relier aussi une autre ville européenne. Cette intégration poussée à un grand marché commun sans frais de douane, donc là, ça, si vous ne voyez pas ce que ça veut dire, je vous renvoie au chapitre précédent d'Histoire, donc qui explique la construction européenne, parce que là j'explique en long, en large et en travers ce que c'est qu'un marché commun, je ne vais pas le refaire ici. C'est une opportunité économique importante pour les entreprises françaises, qui peuvent trouver dans l'Union de nouveaux débouchés pour leurs produits. Donc, excusez-moi. Donc, là, ce que veut dire cette phrase, c'est que le fait en fait d'être dans une position privilégiée dans un territoire où il n'y a pas de frais de douane, c'est une énorme opportunité pour les entreprises françaises pour se développer. Encore une fois, ça leur crée des débouchés. Pour parler très clairement, ça fait des nouveaux clients en fait, tout simplement. Ça fait des nouveaux clients, donc plus de personnes à qui vendre les produits de notre entreprise. Ainsi, 60% des exportations françaises sont à destination des pays membres de l'Union européenne. Ça veut dire que la France profite pleinement de sa position privilégiée au sein de l'Union européenne et elle fait énormément de commerce avec les pays qui en font partie. 60% des produits qui sont exportés par la France sont à destination d'autres pays de l'Union européenne. Et le plus souvent, c'est les pays limitrophes, pays qui sont voisins, si vous voulez. En tant que membre fondateur, n'oubliez pas que la France a joué un rôle majeur dans la création dans la construction européenne, la France joue également un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'Union européenne, elle est le deuxième pays contributeur pour son budget. Alors, l'Union européenne est dotée d'un budget, ça veut dire que chaque pays qui en fait partie doit donner un petit pourcentage de son PIB, c'est-à-dire un petit pourcentage de tout ce qu'il récupère comme argent à l'Union européenne pour que l'Union européenne puisse fonctionner. D'accord ? Ce pourcentage-là, il est déterminé en fonction de la richesse du pays. Donc le pays qui paye
le plus d'argent à l'Union européenne pour son fonctionnement, c'est l'Allemagne. Le deuxième pays, c'est la France. Donc évidemment, on peut dire que la France a un rôle central dans l'Union européenne, puisque c'est le deuxième pays qui la finance le plus. Néanmoins, la France retombe assez sur ses pattes, puisqu'elle est aussi la deuxième pour les aides perçues. Ça veut dire que la France est le deuxième pays qui récupère le plus d'aides qui viennent de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'Union européenne aide les territoires ultramarins. Donc les aides de l'Union européenne vont surtout à ces territoires-là. Voilà, donc la France est bien intégrée au territoire de l'Union européenne, elle en profite pour faire beaucoup de commerce avec les pays qui en font partie, notamment les pays voisins, parce que son réseau de transport est conçu pour faciliter tout ça, sa position géographique l'aide aussi, et la France a un rôle important à l'intérieur de l'Union européenne parce qu'elle participe beaucoup à son budget. Ok. Grand B, les espaces transfrontaliers, une coopération importante. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un espace transfrontalier? Un espace transfrontalier, c'est un espace qui se situe de part et d'autre d'une frontière. On va prendre des exemples, ça sera plus clair. Donc, on va regarder un tout petit peu tout ça. Comme d'habitude, c'est vrai que je ne l'ai pas répété tout à l'heure, mais je vous encourage vivement à mettre la vidéo en pause et avant de juste écouter mes explications, d'aller voir vous-même les documents, d'essayer de répondre vous-même aux questions au brouillon, ça sera beaucoup plus donc efficace pour retenir la leçon correctement. Si vous m'écoutez juste, vous risquez de moins bien retenir. Faites le travail par vous-même, faites l'effort d'aller voir les documents. Okay, donc là, je considère que vous avez déjà essayé de répondre à ces questions tout seul. Donc je prends la page 316-317. Dans quel domaine la coopération transfrontalière s'applique-t-elle? Donc, on va prendre la page 316. Voilà. Donc, on va prendre un exemple. Donc, un territoire transfrontalier, c'est par exemple cet endroit-là. Donc, vous voyez l'endroit que j'entoure de ma souris là. Un territoire qui se situe de part et d'autre, donc d'un côté et de l'autre d'une frontière. Ici, la frontière entre la France et l'Espagne. D'accord? Dans ces territoires-là, on va favoriser la coopération et des projets en commun entre les deux pays. Okay, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une ligne de l'Eurocité en projet. Donc l'Eurocité, ce sera une voie de chemin de fer donc qui passera donc tout le long ici des deux territoires et qui sera exploité en commun. D'accord? Il y a d'autres projets également qui sont menés, alors on ne va pas tout voir, l'idée c'est juste de comprendre le principe ici, hein, mais ici vous avez donc un parc national qui est en projet, ou qui doit être fini, je ne sais plus trop, et qui sera géré là aussi, donc en commun entre la France et l'Espagne. Donc ce parc naturel sera situé sur la frontière entre la France et l'Espagne, à savoir les Pyrénées. D'accord? Un dernier exemple, donc toujours dans cet espace transfrontalier entre la France et l'Espagne, on a l'hôpital de Puigcerdà. Donc Puigcerdà, c'est une ville qui est située vraiment pas loin de la frontière, et donc on va avoir un hôpital qui va être payé à la fois par la France et l'Espagne, et un personnel qui vient des deux pays. Donc on va pouvoir accueillir les patients aussi bien français que espagnols, d'accord? Et on va aussi partager notamment du matériel, etc. Donc cet hôpital sera vraiment franco-espagnol. Il sera géré en fait vraiment par les deux pays. Donc c'est ça que ça veut dire en fait une coopération transfrontalière, c'est développer en fait les partenariats, développer des projets en fait qui sont menés en commun entre les deux pays sur les territoires qui sont proches d'une frontière. D'accord? Donc l'Union européenne met en œuvre la coopération transfrontalière européenne. Donc, je répète encore une fois, parce que c'est le mot le plus compliqué, transfrontalière, un territoire qui est situé de part et d'autre d'une frontière. Hein. Un ensemble de politiques qui vise à développer les liens entre les populations, donc faire en sorte que la frontière ne soit plus vraiment une séparation entre les deux populations, mais qu'elles puissent donc travailler ensemble, coopérer de plus en plus. Ça se fait notamment à travers des aides pour de nouveaux aménagements et des encouragements à travailler ensemble, par exemple en partageant certains équipements avec les pays voisins, ou même si c'est pas marqué, en créant des projets communs, comme donc une ligne de chemin de fer, ou un parc national qui serait géré en commun par exemple.
La France, qui comporte de nombreux territoires frontaliers avec les pays de l'Union européenne, est bien intégrée à ce dispositif, puisqu'encore une fois, vu qu'elle a beaucoup de frontières, ben, il y a beaucoup de projets en fait qui sont menés en partenariat avec la France et d'autres pays. D'accord? Alors là, on a pris évidemment des exemples entre la France et l'Espagne, mais il y a aussi des projets de ce type qui sont menés entre les frontières franco-italiennes ou franco-belges, etc., etc. Tous ces projets permettent de développer le commerce entre pays voisins, mais aussi d'améliorer la vie des populations qui vivent sur ces territoires, puisqu'il y a des aides pour développer ce type de projet. Et donc par exemple, si on reprend l'exemple de l'hôpital de Puigcerdà, ça va clairement améliorer la vie des populations, puisque avant c'était un territoire où le pays n'allait pas forcément financer un hôpital parce qu'il n'y avait pas assez de monde qui était susceptible de s'y rendre, mais vu que maintenant on va se dire, bah, on va plus simplement penser la frontière comme juste un territoire qui sépare les deux pays, on va le penser vraiment, on va penser ce territoire en faisant abstraction de la frontière, comme si elle n'existait pas finalement. On va pouvoir se dire, bah, s'il y a assez de personnes pour construire un hôpital, simplement, ces personnes viendront à la fois du côté espagnol et du côté français. Donc c'est un vrai gain pour la population, parce qu'avant, bah, il n'y avait pas d'hôpital. La France, par exemple, disait, bah non, on va pas construire un hôpital à cet endroit-là, ça vaut pas le coup, ça va coûter trop cher pour le nombre de personnes qui s'y rendraient. Même chose du côté espagnol. Mais grâce à ces politiques donc de coopération transfrontalière, on va pouvoir créer un hôpital en disant bah oui, là ça vaut le coup de le construire parce que les deux populations vont pouvoir y aller. Donc les gens qui habitaient Puigcerdà et les environs bah, vont avoir un hôpital à disposition. Ok. Donc politique de coopération transfrontalière. On avance un peu. Grand 3, le rôle mondial de la France et de l'Union européenne, même chose, pensez à faire des pauses, on est au grand 3, vous êtes encouragé à mettre la vidéo en pause et à revenir demain ou après-demain, il y a déjà pas mal de choses à retenir. Ok? Moi j'avance. Donc grand 3, le rôle mondial de la France et de l'Union européenne, grand A, une influence culturelle importante. On va prendre les documents page 330-331, et donc, comme indiqué dans le titre, cette fois-ci, on s'intéresse à l'importance de la France et de l'Union européenne à l'échelle du monde. D'accord? Est-ce que la France est un pays important à l'échelle du monde? Oui, non, dans certains domaines seulement, et même question pour l'Union européenne. Dans une première partie, on va voir que la France comme l'Union européenne a une influence culturelle importante. Alors, on va voir pourquoi. On prend la page 330. Voilà. Alors, on va commencer par ce document-là. Donc cette carte nous présente donc les langues nationales officielles d'origine européenne. Donc en gros, une grande partie des langues qui sont parlées dans le monde viennent de l'Europe. Si vous posez la question de savoir pourquoi, bah c'est tout simplement puisque c'est lié à la colonisation. Hein. Les Européens, quand ils ont colonisé les différents territoires qui sont ici, ont exporté leur langue et l'ont imposée sur ces territoires-là. Ça explique pourquoi il y a une prédominance de ces langues encore aujourd'hui. Alors, nous, on va surtout s'intéresser au français, donc qui apparaît en bleu sur la carte, et on remarque donc que le français est parlé donc dans de nombreux endroits du monde, pas seulement en France. Hein. Donc on remarque qu'il est parlé donc en Amérique du Nord, donc autour de la région de Québec notamment, qu'il est parlé donc en Amérique du Sud, donc notamment en Guyane, qu'il est aussi parlé dans une large partie de l'Afrique, encore une fois parce que c'était des territoires anciennement colonisés. Donc le français est parlé par des millions de personnes à travers le monde. D'accord? Toutes les personnes qui parlent le français, on appelle ça la francophonie. D'accord? Donc, le mot sera à retenir tout à l'heure. La francophonie, l'ensemble des personnes qui parlent le français. Alors, pourquoi la francophonie c'est important pour l'influence de la France? Bah, tout simplement parce que la langue française va pouvoir véhiculer la culture française. Si vous parlez, enfin, vous comprenez en tout cas le français, vous allez pouvoir consommer des produits culturels français, comme par exemple des films français, des chansons françaises, la radio en français, regardez des chaînes d'information
donc en français. Donc tout ça participe de la diffusion de la culture française et étend son influence, d'accord? Tant qu'on est sur cette carte, donc j'en profite aussi en ce qui concerne donc l'influence culturelle française. Donc pour ceux qui ont voyagé, vous le savez peut-être, peut-être pas, mais il y a des chaînes enfin des fréquences radio et des chaînes de télé en français qui sont diffusées enfin absolument presque partout dans le monde. D'accord? Je pense notamment à la radio à RFI, Radio France Internationale, donc une radio en français que vous captez presque dans tous les pays du monde. Et donc en termes de télé, vous avez par exemple France 24, d'accord? Que pareil, vous pouvez capter partout. Donc tout ça, ça participe à étendre la culture et l'influence française. Il y a aussi autre chose, donc il faut prendre en compte, c'est les expatriés français. Les expatriés, c'est des personnes en fait qui viennent de France mais qui travaillent dans d'autres pays. D'accord? Alors je regardais pour voir si vous aviez des documents là-dessus, mais il me semble pas. Donc je reviens sur cette carte, ces personnes qui viennent de France et qui sont parties travailler ailleurs, donc qui sont très nombreux, hein, vont eux aussi, à leur niveau, pouvoir participer à la diffusion de la culture française, donc faire connaître la culture française dans leur pays d'adoption. Ok, culture française qui, pour certains points, est mondialement reconnue, notamment pour ce qui est la gastronomie et la haute couture, le luxe si vous voulez, d'accord, avec Chanel, les défilés, Dior, tout ça, d'accord. Donc une influence culturelle importante, d'autant plus que la France reste donc un foyer du tourisme, un endroit où le tourisme international est très important. Donc vous avez ici le nombre de touristes en millions par pays, et vous voyez que la France, donc avec quasiment 84 millions de touristes par an, donc est le premier pays d'accueil de touristes. Pourquoi tant de touristes choisissent de venir en France? Bah, tout simplement, souvent en raison du patrimoine. Ça veut dire que la France a un patrimoine riche, avec beaucoup en fait de sites à visiter. Par exemple, on peut penser au château de Versailles, on peut penser donc à Chambord, donc à aussi beaucoup de sites naturels, des musées, etc. Donc la France attire beaucoup de touristes de par son patrimoine historique et naturel. On a beaucoup parlé de la France, mais si on regarde la carte, j'en profite aussi pour vous faire remarquer donc que sur le podium en fait des pays qui attirent le plus de touristes, on a beaucoup de pays européens, d'accord? Toujours pour la même raison, ce sont souvent des pays avec un patrimoine culturel riche, d'accord? Euh, donc, euh, si on regarde un peu, donc je vais rajouter quelques petites choses, mais j'expliquerai au fur et à mesure, hein. Donc, la culture française est importante à l'échelle mondiale, le français est parlé par 220 millions de personnes dans le monde, dont la majorité en Afrique et en Amérique. La francophonie, donc je répète, la francophonie c'est l'ensemble des gens qui parlent français à travers le monde, hein, permet à la France de développer son influence culturelle, tout comme, on n'en avait pas parlé, les écoles françaises, donc vous le savez peut-être, donc dans presque chaque pays du monde, il y a des écoles, et notamment des lycées français, là c'est pareil, ces lycées vont diffuser une certaine une culture française, la langue française, etc. Il y a aussi les médias francophones, j'en ai parlé, donc qu'on peut capter quasiment partout, donc comme Radio France Internationale, France 24, il y en a d'autres, on ne va pas tous les citer. 2 millions de Français vivent à l'étranger et diffusent la culture française, donc qui vont souvent contribuer à une image positive du pays. Enfin, la culture française, donc la littérature, la gastronomie, la mode, enfin sur tout ce qui concerne la haute couture, est reconnue mondialement. D'accord ? L'Union européenne, elle aussi, va avoir une influence culturelle importante, puisque son patrimoine historique et sa grande diversité font d'elle le premier pôle touristique mondial. Donc l'Union européenne est la région du monde qui attire le plus de touristes dans le monde. Et en plus, elle offre beaucoup de possibilités en matière d'éducation et de formation, donc elle est aussi la première destination des étudiants étrangers. Ça c'est pareil, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent se former dans les pays de l'Union européenne,
faire leurs études là-bas, si vous voulez. Et ça aussi, ça participe à diffuser donc la culture française, même si les personnes qui font leurs études en France peuvent rentrer chez eux après, bah, ils ont pu se rendre compte donc de la culture française et peuvent en ramener un petit peu dans leur pays, si j'ose dire. D'accord? Donc une influence culturelle importante. Grand B, une influence géopolitique incomplète. Alors, une influence géopolitique, là c'est vraiment l'idée d'être ou non un pays puissant à l'échelle du monde. Donc pour ça, on va regarder donc la page 332-333, et on va s'intéresser à la fois au rôle de la France dans le monde, et aussi au rôle de l'Union Européenne dans le monde. Donc, on y va. On va commencer donc par ce document-là. Donc, en ce qui concerne la France dans le monde, donc, alors bon, je vais tout afficher, ça sera plus simple, j'ai enlevé la caméra. Donc, on remarque déjà que la France, enfin les militaires français, sont présents dans tous les océans du globe. Alors ça, on l'avait déjà évoqué quand on a parlé des territoires ultramarins. Les territoires ultramarins permettent donc à la France d'avoir des bases militaires un peu partout dans le monde. D'accord ? Ensuite, on remarque que les militaires français sont impliqués dans de nombreuses opérations. Alors, je ne vais pas tout lire, vous avez les documents dans votre manuel, donc si vous souhaitez approfondir un peu, mais on remarque que donc la France participe à des opérations militaires internationales un peu partout dans le monde, et là encore, vous n'avez que quelques exemples qui vous sont donnés. Donc, des opérations nationales avec des partenaires, mais aussi donc les opérations sous l'égide de l'ONU et les opérations avec l'Union Européenne, mais ça, on en reparlera. D'accord ? Donc, en termes militaires, la France est présente encore une fois dans tous les océans du monde et participe à de nombreuses opérations en lien avec d'autres pays. D'accord ? Toujours en ce qui concerne la France, on a le rôle des ONG qui peut être important. Donc là, une ONG, c'est une organisation non gouvernementale, un peu comme une association qui va pouvoir aider les gens, mais à l'international. Et donc ici, on a Médecins sans frontières, qui vient, donc là, je n'ai pas lu la légende, mais ça doit être pour une campagne de vaccination en Afrique. Donc ces ONG françaises, elles aussi, vont pouvoir étendre l'influence de la France à travers le monde, avec des gens français qui viennent aider les populations d'autres pays. D'accord ? Donc, si on résume un peu ce qu'on a vu, une présence militaire un peu partout dans le monde, une participation à des opérations militaires, donc pareil un peu partout dans le monde, l'action des ONG qui elle aussi va contribuer à l'influence de la France à l'échelle du monde. Il y a autre chose en fait qu'on n'a pas abordé, c'est la participation de la France aux organismes internationaux. Donc la France va être écoutée, notamment à l'ONU. N'oubliez pas qu'elle a un siège au Conseil permanent, un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire, on l'avait déjà évoqué en cours, que la France fait partie des 5 pays qui participent toujours au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un des organes les plus importants. C'est ce conseil-là qui va décider donc des décisions les plus importantes de l'ONU. Par exemple, est-ce qu'il faut mettre en place un boycott vis-à-vis d'un pays? Est-ce qu'il faut intervenir militairement? Enfin, vraiment, les décisions les plus importantes à l'échelle du monde. D'accord? Et la France fait partie des 5 pays qui ont un siège permanent. Rappelez-vous, ces sièges permanents, c'est globalement les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, puisque l'ONU a été créée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Donc, grâce à ces territoires ultramarins, la France est présente dans tous les océans du globe. Les bases militaires qui y sont implantées permettent à la France d'élargir sa sphère d'influence. Ça veut dire que, vu qu'elle a des bases militaires un peu partout dans le monde, la France a une influence justement un peu partout dans le monde, une influence stratégique, donc militaire.
La France participe également à plusieurs institutions internationales, elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, donc ça je viens de l'expliquer, participe au commandement militaire de l'OTAN, donc l'OTAN on l'a déjà évoqué quand on a fait le chapitre sur la guerre froide, organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est en gros, hein, l'alliance militaire des pays alliés avec les États-Unis, et donc la France va participer à ce commandement militaire, elle a des représentants à l'OTAN qui vont pouvoir influer sur les décisions qui y sont prises. Elle est également engagée dans plusieurs opérations internationales, donc la France va pouvoir participer à des opérations militaires qui sont menées avec ses alliés, donc un peu partout dans le monde, et ça aussi, ça va permettre d'étendre son influence. À ceci s'ajoute l'action des ONG françaises, donc des organisations non gouvernementales, des associations si vous voulez, qui vont aider les populations en difficulté dans d'autres pays, comme Médecins sans frontières par exemple, partout dans le monde. La France a donc un rôle international important. Donc ça c'est vraiment pour la France. Maintenant, qu'en est-il de l'Union Européenne? Est-ce qu'on peut dire que l'Union Européenne a aussi un rôle international important? Alors, c'est assez compliqué, je vais vous expliquer pourquoi avec donc une caricature. Donc, la caricature, je vais enlever la caméra, la caricature donc en fait il y a deux dessins, elle se découpe en deux dessins, ici on a l'Europe en 1957, d'accord, donc au moment de la CEE, et on remarque qu'ils sont pas nombreux, ils sont 6, puisqu'il y a 6 pays, et on a une personne qui arrive ici qui demande café, et ils répondent tous en chœur, une seule et même réponse, oui merci. Ici on a l'Europe en 2007, alors vous voyez que le dessin date de 2007, c'est assez vieux, mais c'est toujours la même chose aujourd'hui en 2020. On remarque que là, il y a une vingtaine de pays autour de la table, on imagine ici que la personne a posé la même question, à savoir est-ce que vous voulez du café, et on remarque qu'il y a une réponse différente par personne autour de la table. Donc thé, thé citron, chocolat chaud, sans sucre, café, café au lait, un thé noir, un cappuccino, un café long, etc., etc., une tisane, bon. Donc, ce dessin, il veut illustrer quoi? Il veut illustrer le fait que c'est beaucoup plus compliqué de se mettre d'accord donc à une vingtaine de pays que ça l'était en fait en 1957 quand il y avait peu de pays, d'autant plus que c'était des pays qui se ressemblaient beaucoup. Donc rappelez-vous les pays qui sont les créateurs de la CECA et de la CEE sont que des pays d'Europe de l'Ouest qui ont le même niveau de développement, donc globalement les mêmes intérêts, qui sont très proches culturellement. Là, avec l'élargissement de l'Union Européenne, on a 28 pays qui sont, encore une fois, on l'a dit en introduction, très différents, et qui vont pas forcément avoir le même avis. Donc dans les institutions internationales, donc par exemple l'ONU, quand on demande l'avis de l'Union Européenne, bah, vous avez à peu près ici ce qui va se passer, ça veut dire que l'Union Européenne n'arrive pas à parler d'une seule voix, n'arrive pas en fait à avoir une opinion claire, voilà, ça c'est l'avis de l'Union Européenne, mais à la place il va souvent y avoir une multitude d'avis différents, presque autant d'avis qu'il y a de pays, et donc ça ne rend pas l'Union Européenne crédible sur la scène internationale, ça veut dire que bon, pour caricaturer un peu, mais les autres pays vont dire bon, l'Union Européenne c'est un peu la cacophonie, il y a tous les pays, enfin ils sont pas fichus de se mettre d'accord, c'est un peu compliqué de les écouter, donc ça affaiblit son influence. Rappelez-vous comme souvent que l'Union fait la force, si l'Union Européenne arrivait à parler d'une seule voix, ça serait donc ça la rendrait beaucoup plus forte sur la scène internationale, parce que ce serait un ensemble de 28 pays qui sont, on le verra, très puissants économiquement, qui donneraient un avis, qui demanderaient en fait donc à l'ONU de faire quelque chose de précis, et ça serait forcément écouté. Là, vu que les pays n'arrivent quasiment jamais à se mettre d'accord, bah en fait, l'Union Européenne est assez peu écoutée en termes géopolitiques. Ce sont surtout les pays qui individuellement vont donner leur avis. D'accord? Donc, en ce qui concerne donc l'influence géopolitique de l'Union Européenne, donc l'Union Européenne est constituée de 28 pays indépendants qui ont chacun leur intérêt propre. Ça veut dire que chaque pays qui fait partie de l'Union Européenne va défendre son intérêt à lui, va défendre son pays sans forcément penser à l'Union Européenne en totalité. Chaque pays va parler pour lui.
mais sans forcément, encore une fois, prendre en compte le territoire de l'Union Européenne au complet. Il est donc très difficile de définir une position, un avis commun sur les conflits et les enjeux mondiaux. Quand il y a une guerre quelque part et que l'Union Européenne doit donner son avis, prendre position, comme je le disais à l'instant, chaque pays va souvent avoir donc une position différente, va dire nous on pense ça, non, nous on pense d'une façon différente, etc. Et donc ça constitue un lourd handicap pour peser sur la scène internationale. Comme je vous le disais, les autres pays ont tendance à considérer que l'Union Européenne, c'est beaucoup de petits pays qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui ont chacun un avis différent, et donc ça affaiblit énormément la voix de l'Union Européenne par rapport aux États-Unis, ou à la Russie, ou à d'autres puissances. D'accord ? Cette faiblesse est renforcée par le fait que, à l'heure actuelle, il n'existe pas encore de réelle armée européenne. Alors, il y a des politiques de coopération, comme la PESC, la politique étrangère de sécurité commune. Ça veut dire que les pays de l'Union européenne vont pouvoir faire des opérations militaires ensemble, mais c'est pas vraiment une armée européenne. C'est des pays européens qui mettent des soldats à eux, ensemble, une alliance si vous voulez, pour faire des opérations militaires, mais il n'y a pas encore de réelle armée européenne. Cependant, son rôle s'affirme peu à peu avec des opérations militaires et des actions humanitaires menées sous son contrôle. Donc ça veut dire que petit à petit, mais c'est très très lent à se mettre en place, il y a une coopération qui se développe, il y a de plus en plus d'opérations militaires et humanitaires qui sont menées par plusieurs pays de l'Union européenne, et pas simplement chaque pays dans son coin. D'accord ? Néanmoins, on est encore très loin d'une grosse influence géopolitique pour l'Union européenne. Elle est plutôt faible dans ce domaine, pour parler clairement. On avance avec le grand C, une influence économique majeure. Donc on va prendre les documents, pages 334 et 335. Donc, on prend la page 334-335 et on s'intéresse cette fois-ci à l'influence économique de la France et de l'Union européenne. Alors, on a dit tout à l'heure que au niveau géopolitique, c'était plutôt une faiblesse. Ici, c'est clairement la grande force de l'Union européenne, mais on va déjà parler de la France. Alors, vous n'avez pas vraiment de documents qui concernent la puissance économique de la France, donc on va plutôt repasser sur la leçon et j'expliquerai en même temps. Donc aujourd'hui, la France, c'est la 6e puissance économique mondiale. Alors, le chiffre peut changer d'année en année, mais elle se situe la plupart du temps 6e, 7e, ça peut changer. Mais ça reste dans les 10 premiers à l'échelle du monde. D'accord ? Donc la France est aujourd'hui la 6e puissance économique mondiale, son économie est largement tournée vers la mondialisation, ça veut dire que la France participe beaucoup aux échanges à l'échelle du monde, il y a beaucoup d'importations et beaucoup d'exportations, et ses points forts, c'est notamment beaucoup d'importantes firmes transnationales, notamment compétitives dans certains domaines. Je reviens juste ce que ça veut dire une firme transnationale au cas où vous avez un doute, on l'a déjà évoqué, mais je fais un petit rappel. Une firme transnationale, c'est une grande entreprise qui est présente dans plusieurs pays du monde. D'accord ? Par exemple, Danone. Danone, vous trouvez des produits Danone partout dans le monde. Ou Carrefour, pour citer que des Français. Pour donner un autre exemple, c'est McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Apple, Samsung. Tout ça, c'est des firmes transnationales, c'est-à-dire des entreprises qui sont présentes, qui ont des filiales dans beaucoup de pays du monde. D'accord ? Donc en France, il y a des firmes transnationales importantes, notamment dans le domaine des hydrocarbures, donc avec Total par exemple, qui vend de l'essence, de l'agroalimentaire, donc avec le groupe Danone, on l'évoquait à l'instant, ou encore le luxe avec Chanel. Donc tout ça, c'est des domaines où les entreprises françaises fonctionnent bien. La voix de la France, donc l'avis de la France, si vous voulez, est importante dans les prises de décision qui concernent le commerce international, notamment l'OMC et le FMI. Alors, j'explique un tout petit peu ce que c'est. L'OMC et le FMI, ce sont des organisations qui ont pour but de réguler, c'est-à-dire de créer des règles pour le commerce mondial. D'accord ? Les pays qui y sont importants vont pouvoir influer sur les règles du commerce mondial. Autant vous dire que c'est extrêmement important pour avoir une bonne position, une position privilégiée dans le commerce mondial. Pour parler clairement, ces règles vont avantager certains pays et parfois en désavantager d'autres si on vous écoute
par exemple à l'OMC, vous allez pouvoir faire passer des règles qui vous avantagent vous, et donc vous assurer des revenus et une meilleure place dans le commerce mondial. Ok, je caricature évidemment, mais c'est pour que vous compreniez bien pourquoi, donc quand on dit que la voix de la France est importante à l'OMC ou au FMI, ça participe d'une influence économique. D'accord ? Donc c'est plutôt positif du point de vue de l'influence économique française. Néanmoins, le solde commercial de la France est déficitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur des marchandises qui sont importées en France, donc ce qu'elle fait venir dans son pays, ce qu'elle achète à d'autres pays, a plus de valeur que ce qu'elle exporte. Donc finalement, il y a un déséquilibre par rapport à ça. La France achète plus que ce qu'elle arrive à vendre dans d'autres pays. Okay. Elle doit de plus faire face à une concurrence internationale de plus en plus vive, donc y compris dans les secteurs qui marchaient bien pour la France, la concurrence est de plus en plus importante, notamment donc dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère, et c'est dans certains domaines difficile pour la France de garder sa place. Néanmoins, à l'heure actuelle, la France reste une puissance économique importante à l'échelle mondiale, donc la 6e ou 7e, ça dépend des années et des classements, mais elle reste une puissance économique. D'accord ? En ce qui concerne maintenant l'Union Européenne, là on va pouvoir faire avec donc les documents. On va déjà commencer à regarder celui-là. Donc ici, vous avez donc une liste des 10 plus grandes entreprises européennes de taille mondiale, pardon, des 10 plus grandes entreprises mondiales, pardon. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont des entreprises européennes. Donc par exemple, la Royal Dutch Shell, qui est une entreprise donc néerlandaise, qui vient des Pays-Bas, BP, donc toujours dans les hydrocarbures, qui est une entreprise donc, qui vient du Royaume-Uni, Volkswagen, donc allemand, et Total, donc, qui est français, d'accord? Donc, à l'échelle de l'Union Européenne, on a aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup de firmes transnationales, donc qui vont participer à l'influence économique de l'Union Européenne. En ce qui concerne le commerce mondial, l'Union Européenne est tout simplement le premier pôle du commerce mondial. Donc l'Union Européenne réalise environ 40% des échanges commerciaux dans le monde, ce qui est énorme. D'accord ? Alors, ce chiffre doit être un tout petit peu tempéré, puisque dans les 40%, alors 40% c'est à l'échelle du monde, parce que je me rends compte que ce que je dis risque d'être un peu compliqué à comprendre. Sur tous les échanges commerciaux qui sont faits dans le monde, il y a 40% d'échanges commerciaux qui sont faits par l'Union Européenne. D'accord ? Mais les échanges commerciaux de l'Union Européenne, il y a 67% qui sont réalisés à l'intérieur de l'Union Européenne. D'accord ? Donc l'Union Européenne fait surtout du commerce avec elle-même, si vous voulez. La plupart des échanges commerciaux de l'Union Européenne sont réalisés entre pays qui font partie de l'Union Européenne. Ok ? Ça n'empêche pas quand même qu'il y a beaucoup d'échanges commerciaux donc entre l'Union Européenne et d'autres pays ou d'autres régions du monde, d'accord, on ne va pas tout détailler, mais la valeur de ces échanges est quand même importante, donc ça se compte en milliards, milliers de milliards de dollars, d'accord, donc c'est une énorme puissance commerciale, le premier pôle en fait commercial mondial, l'Union Européenne. De plus, c'est globalement donc une alliance de pays plutôt riche, même si on a vu qu'il y avait beaucoup d'inégalités, puisque l'Union Européenne concentre un peu plus de 20% de la richesse mondiale. Ok ? Donc, j'avance un peu. L'Union Européenne est quant à elle le premier pôle économique et commercial du monde. Elle concentre environ 23% de la richesse mondiale et 40% des échanges commerciaux. D'accord ? Donc encore une fois, l'Union Européenne, c'est le territoire qui fait le plus d'échanges commerciaux à l'échelle du monde. Même si beaucoup de ces échanges se font à l'intérieur même de l'Union Européenne. Elle concentre de puissantes entreprises transnationales, notamment dans les domaines de la haute technologie et des services. Enfin, ses places financières, ça je vais expliquer, donc les bourses de Paris, Londres et Francfort comptent parmi les plus importantes de la planète. J'explique un tout petit peu pourquoi c'est important. Je vais essayer de faire simple. Une bourse, ou une place financière, c'est la même chose, hein. C'est un endroit où
on décide, même si c'est plus le marché qui décide, des prix des matières premières et de la valeur des entreprises. D'accord? Les bourses de Paris, de Londres et de Francfort, donc les bourses européennes, sont parmi les plus importantes du monde, avec donc la bourse de Wall Street pour les États-Unis et la bourse de Tokyo et d'autres. D'accord? euh, Pourquoi ça c'est important? Tout simplement parce que, encore une fois, le fait que la valeur de certains produits et de certaines entreprises soit décidée à Paris, là aussi, ça participe de l'influence économique française et donc pour Londres, Francfort et les autres villes européennes, d'accord? Euh, Tous les pays du monde ont les yeux tournés vers ces bourses-là, ces endroits-là, pour savoir quels vont être le prix de certaines matières premières ou la valeur de certaines entreprises. Ça montre bien qu'il y a une influence économique donc de l'Union européenne. Ok? Donc, en conclusion, le territoire de l'Union européenne est original et varié, donc on a vu que l'organisation du territoire de l'Union européenne, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs dans le monde, donc une organisation de pays qui restent indépendants, qui peuvent participer à certaines politiques, mais pas à d'autres, donc ça c'est complètement original. Un territoire aussi très varié, donc par rapport à la culture, donc à la langue des populations, par rapport aussi donc au niveau économique. Il s'agit d'un espace globalement dynamique, donc avec des entreprises qui fonctionnent bien, un espace qui est bien intégré au commerce mondial, mais qui est marqué par d'importantes inégalités. Donc comme on l'a vu, il y a les inégalités entre d'un côté les pays de l'Europe de l'Ouest qui sont plutôt riches et dynamiques, les pays de l'Europe de l'Est qui restent en retard économiquement, et il y a aussi les inégalités entre la mégalopole européenne, très riche, très peuplée, très dynamique, et les régions qui en sont le plus éloignées. D'accord? La France et l'Union européenne jouent un rôle important à l'échelle mondiale, mais ce rôle important est surtout dans les domaines culturels et économiques. Au niveau géopolitique, je parle pour l'Union européenne, il y a une faiblesse de l'Union européenne à cet égard, puisque, encore une fois, on l'a vu, les pays de l'Union européenne ont du mal à se mettre d'accord et à parler d'une seule voix, donc dans les institutions internationales comme l'ONU, par exemple. Voilà, bah, on arrive au bout de ce chapitre, donc bah, comme d'habitude j'espère avoir été clair et donc que vous avez bien compris. Je vous tiendrai au courant par mail donc pour la tenue d'un live pour répondre à vos questions, et bah, toujours pareil, n'hésitez pas, vous n'êtes pas forcé d'attendre le live pour poser vos questions. Si vraiment ça vous bloque dans votre apprentissage, vous pouvez toujours me les poser par mail. J'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches. Bon courage pour le travail, et je vous dis à bientôt.